ça tourne. Si vous voulez me parler un petit peu de votre parcours ou qui vous êtes, qui est Monsieur Vauthier? René Vauthier, c'est un breton. Un breton, c'est-à-dire peut-être un petit peu entêté, mais qui a été mis en face de certaines réalités quand il était encore presque au berceau. Et la réalité, c'était quand j'avais 12 ans, c'était l'occupation allemande. Et j'ai vécu sous occupation de 12 ans à 16 ans, donc pratiquement je suis tombé dans le bain de la résistance quand j'étais encore très malléable. Et puis j'ai suivi un cheminement d'abord, c'est assez marrant parce qu'en fait c'était au départ un cheminement poétique. On avait un prof de français qui nous apprenait des poèmes de Victor Hugo et qui, comme il trouvait que je les disais pas trop mal, il m'a dit tu devrais les dire pour pas mal de gens, pour le plus de gens possible. Et c'est des poèmes de Victor Hugo qui appelaient à la résistance contre les Prussiens pendant la guerre de 1870, je pense. Et c'était prenez vos faux, prenez vos fourches et ces gens qui occupent indûment notre pays, on va les chasser ensemble. Alors, en 42, 43, j'avais donc 14 ans, 15 ans, on avait des petits cercles déjà où on lisait ces poèmes de résistance. Et puis il y a des gens qui ont dû savoir que ça existait et qui m'ont demandé de d'élargir un petit peu ce que je racontais et qui m'ont amené des poèmes dont j'ai su plus tard qu'ils étaient d'Aragon, qu'ils étaient d'Éluard, qu'ils étaient de Robert Desnoches, et ils étaient publiés dans les lettres françaises clandestines. Et je ne sais pas comment ça arrivait, régulièrement on me les communiquait. Et puis j'ai continué donc à lire ces poèmes-là, mais les poèmes qui appelaient à la résistance, j'ai estimé qu'il fallait pousser un petit peu plus loin. Et pousser un petit peu plus loin, c'était faire ce qui permettrait peut-être un jour à des gens d'intervenir pour que l'occupation allemande en France cesse, c'est-à-dire faire les plans des angles de tir des casemates allemandes dans la région où j'habitais, dans le sud Finistère, c'est-à-dire des plans qui étaient ensuite communiqués en Angleterre. Et là, j'avais 15 ans à peu près. Et puis faire des relevés des dépôts de munitions allemands où on pourrait se procurer ce qui était nécessaire pour se battre aussi contre cette occupation. Et éventuellement, dans les dépôts de munitions allemands, de piquer aussi les grenades. Et ça, c'est quand j'avais 16 ans. Et puis de s'en servir. Et lorsque j'ai vu ce que ça donnait, balancer des grenades sur des gens, même quand ils portent un uniforme, c'était quand on est très jeune, on sait qu'il faut continuer à se battre parce qu'il y a des copains qui sont morts, des copains dont on partageait le combat, mais on se dit aussi continuer à se servir d'armes, c'est difficilement possible. Je ne l'envisageais plus, quoi. Et les copains m'ont dit, écoute, alors il faut quand même défendre les idées qui sont les tiennes et qui sont les nôtres. Et peut-être que si tu apprenais à faire de la photo, du cinéma, et j'ai appris à faire de la photo et du cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris, quand j'avais donc 18 ans. Et puis à partir de 20 ans, j'ai commencé à me servir de ce cinéma pour raconter ce qui se passait dans le monde. Et puis aussi pour raconter ce qui se passait en Bretagne. Et puis c'est ce que j'ai fait pendant 50 ans. Et pendant ces 50 ans, au départ, il y a eu la période où il fallait lutter contre la colonisation, parce que c'était quelque chose qui me semblait absolument indéfendable, même sur le plan moral. Cette domination
d'un pouvoir blanc sur des gens qui commençaient à avoir envie de vivre librement chez eux à travers toute l'Afrique. Et j'ai fait Afrique 50, ce qui m'a valu à l'époque, d'une part, une condamnation à 1 an de prison, parce que j'avais tourné en violation d'un décret Pierre Laval, ministre des colonies en 1934, et qui était appliqué contre moi. Je ne pense pas qu'il ait jamais été appliqué autrement, mais il était appliqué contre moi en 1950. J'ai été condamné à la demande à l'époque du ministère de la France d'Outre-mer. Et puis en même temps, pour ce film, j'ai eu aussi les premières félicitations de gens que je considérais comme des grands du documentaire. C'est Joris Ivens qui m'a remis mon premier prix pour le film Afrique 50, qui m'avait valu justement cette condamnation à 1 an de prison. Et puis d'autre part, il y a eu aussi le prix c'était le premier film en 16 mm qui a été cité pour le prix Louis Lumière. Et j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes de l'Afrique du Nord, du Maghreb, où ça commençait à remuer à l'époque côté tunisien. Alors j'ai tourné quelques images de la répression contre les nationalistes tunisiens par l'armée française dans le Cap Bon. On m'a expulsé de Tunisie et j'ai été me réfugier à la Bibliothèque nationale en me disant, sur le plan des rapports de la France avec le Maghreb, il y a eu une période de conquête, il faut voir comment ça s'est passé. Et j'ai donc tourné un film sur la conquête en me basant sur les témoignages à la Bibliothèque nationale, sur les témoignages qui sont à la disposition du public là-bas. Et c'est les témoignages des généraux, des colonels, des colonnes de conquête de 1830 à 1848. Et j'ai fait un film qui s'appelait Une nation, l'Algérie. C'était entre-temps, il y avait eu 1954, il y avait eu le début de la guerre d'Algérie. Et j'ai diffusé le film en France. Je pensais qu'il serait diffusé par la Ligue de l'enseignement, avec laquelle j'avais de bons contacts. Mais on m'a dit, votre film est très intéressant, mais ce qu'il raconte, en particulier tout ce que vous racontez sur l'utilisation, pratiquement l'invention des chambres à gaz par l'armée française, puisque vous citez ce colonel qui disait les tribus s'étant réfugiées dans des grottes, j'ai appelé mes vaillants soldats à entretenir un feu d'enfer à l'entrée des grottes et à l'aube, on a sorti 732 cadavres, hommes, femmes et enfants. C'était ce qu'on appelait les enfumades. Et le général qui commandait à l'époque la conquête a donné consigne d'imiter ce colonel et que c'était une très bonne méthode de guerre. Et je racontais tout ça. Et en même temps, je disais aussi à la fin, pour éviter que des événements de ce genre ne se reproduisent, peut-être conviendrait-il de discuter dès maintenant avec les gens qui se battent pour l'indépendance de l'Algérie, puisqu'on va y envoyer les soldats du contingent. Et nous sommes en 1955, il se passe déjà des choses là-bas, et l'Algérie de toute façon deviendra indépendante, c'est inéluctable. Donc discutons avec les gens qui se battent pour cette indépendance avant que la violence ne monte des deux côtés. Et j'ai été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mais en même temps, je diffusais le film et il y a eu déjà, au départ, la première destruction de la première copie de ce film Une nation, l'Algérie. C'était au quartier latin et c'était à la suite d'une attaque par des gens qui étaient algériens. C'était la période où il y avait une tension entre ce qui était déjà le FLN et le MNA. Et
j'ai pas très bien compris quand j'ai vu des gens visiblement nord-africains entrant dans la salle de projection. Je me suis dit, ah ben c'est très bien, on va pouvoir avoir une discussion avec eux. Et pendant la projection, ils ont... ces gens se sont levés et puis ont cassé l'appareil de projection et ont balancé des tracts qui disaient FLN, communiste, bon. Et puis ils ont essayé de partir avec le film. On a réussi à récupérer, mais le film avait beaucoup souffert dans cette... Alors je me suis dit qu'il fallait quand même aller voir sur place ce qui se passait et pourquoi les gens se battaient et essayer de faire en sorte que le cinéma serve peut-être à faciliter la compréhension des choses. Et je suis donc parti en Tunisie. J'ai projeté là-bas les films que j'avais tournés, y compris Une nation, l'Algérie. Et j'ai été en contact avec des gens de la Wilaya 1 qui m'ont proposé en fait de permettre ce que je demandais, c'est-à-dire d'aller filmer dans les maquis algériens. Pour moi, c'était pour faire un film qui serait diffusé en France, dans ce qui commençait déjà à être un mouvement organisé, c'était le mouvement pour la paix en Algérie, les comités pour la paix en Algérie, et je suis donc entré au maquis et j'ai tourné là-bas avec des gens qui sont réellement pour moi devenus des frères, quoi. J'étais parmi les combattants algériens. Je suis revenu avec des images qui avaient été, que je tenais à ramener, à faire développer. Et lorsque j'ai voulu retourner en Algérie, on m'a dit, ben, il y a maintenant, c'était donc en 1957, il y a maintenant, je passais toujours par la frontière algéro-tunisienne, et on m'a dit, ben, il y a maintenant un responsable de l'information des Algériens qui voudrait bien voir ce que tu as fait. Et puis, savoir exactement de quoi il retourne, quoi. J'ai dit, bon, j'ai rien contre le fait qu'il voit ce que j'ai fait, au contraire. Et j'ai donc rencontré à ce moment-là un gars qui s'appelait Aban Ramdan et qui était devenu le responsable, après s'être battu à Alger pendant la bataille d'Alger, qui était devenu le responsable de l'information et qui était à l'époque en Tunisie. On a donc eu des rapports quelquefois un petit peu tendu parce que je disais, moi je ne suis pas du tout, je ne veux pas être membre du FLN, je veux refléter ce qui se passe réellement en Algérie et côté algérien et savoir pourquoi les gens se battent et montrer qu'ils se battent, montrer les rapports avec la population, mais je ne suis aux ordres de personne. Et on m'a dit, mais vous êtes quand même communiste. J'ai dit, oui, je suis communiste, c'est sûr, mais vous venez au nom du parti. J'ai dit, non, je ne viens pas au nom du Parti communiste, je viens pour faire ce que je considère comme mon métier, c'est-à-dire faire des images qui peuvent expliquer pourquoi les gens se battent pour arriver à sortir du cycle de la violence par des solutions qui me semblent des solutions nécessaires. Et parmi ces solutions nécessaires, à travers ce que j'ai vu en Algérie, je dis que c'est la première solution, c'est les discussions pour l'indépendance de l'Algérie. Il me dit, bon alors vous voulez faire votre film à votre façon, et est-ce que vous acceptez que ensuite les images que vous aurez faites, dans le montage que vous ferez, puissent, que sur ces images, nous puissions nous greffer un commentaire en arabe pour faire une version arabe. J'ai dit, ben, j'ai rien contre, mais vous ne toucherez pas au montage. À vous de tirer à partir de mes images les conclusions, mais moi je veux simplement pouvoir faire des images avec comme objectif premier
promouvoir en France un mouvement pour la paix en Algérie, par l'indépendance de l'Algérie. Je dis bon, bah alors on est d'accord, je suis retourné en Algérie, j'ai continué à tourner, j'ai retrouvé les copains là-bas, et puis j'ai été assez grièvement blessé. J'ai pris une balle qui a fait. J'avais été blessé déjà 2 fois avant, mais d'une manière pas très grave. Et là, j'ai pris une balle qui a fait exploser la caméra, et j'ai pris un petit morceau, j'avais un petit morceau de métal dans le crâne qui avait traversé un petit peu la boîte crânienne. Et là, les Algériens m'ont ramené. C'est-à-dire que les copains algériens ne m'ont pas du tout laissé tomber. J'étais dans le coma et ils m'ont ramené à la frontière algéro-tunisienne. J'étais dans une région, dans une zone, la zone 5 de la Wilaya 1 à ce moment-là. Et le responsable est devenu un très bon ami après. Il s'appelait Mahmoud Guénez. Il vit toujours. Et il y avait aussi Salah Soufi. Et puis d'autres qui m'ont ramené, qui m'ont laissé filmer et qui ensuite m'ont ramené quand j'étais plus capable de marcher. Bon. Et puis ensuite il fallait me soigner, il fallait aussi que je puisse monter le film. Et je l'ai monté, j'ai pu me faire soigner aussi, mais on n'a jamais pu enlever le morceau de caméra que j'avais dans le crâne parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas un morceau de la balle. La balle avait arraché l'objectif de la caméra et c'était un morceau de la bague de l'objectif qui était un morceau qui avait été arraché par le choc de la balle. Donc j'avais ce petit morceau d'objectif de la caméra, la partie métallique de l'objectif, qui était fiché dans le crâne. Et un jour, c'était assez marrant parce que quand je suis arrivé à l'endroit où on pouvait me soigner sans risque, parce qu'on avait appris entre-temps que j'étais recherché pour aide au FLN. En Algérie, j'étais recherché par les autorités françaises. Donc c'était difficile d'aller dans un pays européen qui avait des contacts avec la police française. Et il n'y en avait qu'un où il n'y avait pas de représentation française, c'était l'Allemagne de l'Est, la RDA, la République démocratique allemande. Donc on a décidé d'agrandir le film pour le montage en Allemagne de l'Est et de me soigner là-bas aussi pour le petit morceau de métal que j'avais dans le crâne et dont on disait qu'il risquait de léser un peu le cerveau. Bon. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, on m'a fait passer des radios et le chirurgien qui était chargé de voir s'il fallait m'enlever le petit morceau a dit c'était quoi? Vous savez que c'est un morceau de caméra que vous avez dans le crâne. J'ai dit oui, c'est le morceau de la bague de l'objectif. Alors, il m'a dit, mais c'était quoi votre caméra? Parce qu'on ne sait pas s'il faut l'enlever ou pas, le morceau. Maintenant, il y a un cal qui s'est formé au-dessus et au-dessous, donc ça risque moins de vous griffer le cerveau. C'était quoi votre caméra? J'ai dit, c'était une caméra Payard. Et le chirurgien allemand me dit, mais Payard, c'est une caméra suisse, ça. Je dis oui. Alors il se tourne vers ses assistants et puis il dit, ah ben alors, vous savez, si c'est une caméra suisse, tout le matériel suisse, c'est toujours très aseptisé. On ne risque pas d'avoir des problèmes, d'inflammation, non, tout ça. Moi, je suis d'avis qu'on le laisse. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé le morceau de caméra dans la tête, que j'ai toujours. Et puis, donc le film a été monté. On a traité avec les laboratoires allemands pour qu'ils puissent faire, sans changer le sens du commentaire du film, qu'ils puissent faire un truc qui puisse être diffusé chez eux. Bon, et en échange, ils nous tiraient des copies, dont une copie alors d'une version arabe pour laquelle on m'avait envoyé là-bas 2 jeunes que j'avais connus au maquis, et c'était toujours avec l'accord d'Aban Ramdan, on les avait envoyés là-bas. Et puis on n'a plus du tout de contact avec Aban Ramdan.
mais comme je m'étais engagé vis-à-vis de lui à lui amener une version arabe, j'ai laissé la version française, la version allemande, et j'ai décidé d'aller porter la version arabe quand j'ai appris qu'il y avait une réunion au Caire des responsables algériens de la révolution algérienne. Puis je suis arrivé là-bas. Entre-temps, Aban Hamdan avait été liquidé, et j'en savais rien. Et il avait été liquidé par d'autres responsables de la révolution algérienne. Et moi, j'ai présenté le film là-bas en disant « je veux le présenter à Aban Hamdan ». On m'a dit « ah ben, il n'est pas là, il est… » Et il était déjà mort depuis quelques semaines. Et j'ai l'impression que parmi les gens qui, côté algérien, ont vu le film au Caire, se trouvaient des gens qui avaient participé à la liquidation d'Aban Hamdan. Mais ça, c'est une affaire inter-algérienne et, disons, algéro-algérienne. Moi, j'ai simplement dit, je me suis engagé à donner cette copie à Aban Hamdan. Et là, il y a eu quelques petits problèmes parce qu'il y a un gars qui a dit « mais c'est formidable ce film, c'est vrai, c'est le premier film qui nous vient d'Algérie, de l'intérieur. » Mais on peut même dire que c'est le premier film algérien puisque on fait parler les gens à l'intérieur, sur les gens qui se battent. Mais il y a une séquence qu'il faut, on peut parfaitement l'utiliser, mais il y a une séquence quand même qu'il faut couper. J'ai toujours été contre la censure. Quand on dit une séquence qu'il faut couper, ça m'embête. Et donc, je dis quelle séquence? Et le gars qui demandait la coupe me dit la séquence où on voit les djounoutes qui pleurent. Parce que les djounoutes, ça ne pleure pas. Et c'était des djounoutes que j'avais filmés et qui apprenaient la mort après un appel aux morts, qui apprenaient la mort de leurs copains des sections qui étaient partis en opération et qui avaient été tués en opération. Et puis il y avait des larmes qui coulaient. Moi, je trouvais ça très bien que les larmes coulent. Et comme je les avais filmées, je tenais à ce qu'elles restent. Et le gars maintenait que les djounoutes, ça ne pleurait pas. Je dis, j'ai pas inventé les larmes, hein. Elles existaient. Et bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je laisse la copie pour Aban Hamdan. Maintenant, je préférerais qu'on n'enlève pas cette séquence-là. Maintenant, c'est votre version arabe. Aban s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de modification à l'image. J'ai dit, bon, écoutez, je suis contre toute coupe. Je n'ai pas inventé les larmes qu'il y a dans le film. Et c'est un petit peu une trahison vis-à-vis des combattants algériens que de couper ces traces d'émotion qui prouvent tout simplement que ce sont des hommes qui regrettent la disparition de leurs amis, la mort de leurs amis. Mais si vous voulez, on va faire un pari. Si je perds le pari, vous faites ce que vous voulez avec le film, vous coupez ce que vous voulez dedans. Si je gagne le pari, vous le passez tel qu'il est, sans aucune modification. Le commentaire a été fait par des Algériens que vous avez envoyé, que Aban a envoyé là-bas pour le commentaire. Donc, vous gardez le commentaire, vous gardez les images. Et vous pouvez diffuser le film si vous voulez. Alors, discussion entre eux, et puis, il y a le porte-parole qui me dit bon, ben alors, d'accord, on prend le pari. Si vous gagnez le pari, on ne change rien, mais c'est quoi votre pari? J'ai dit, ben, écoutez, je parie que le gars qui demande qu'on coupe parce qu'il pense que les djounoutes, ça ne pleure pas, il n'a jamais vu un djouni de sa vie. Il n'est jamais passé par le maquis, il n'a jamais vu les combattants algériens qui se battent, et c'est en fait un fonctionnaire de la Révolution, mais ce n'est pas du tout un révolutionnaire. Parce que les révolutionnaires, c'est des hommes et des hommes qui vivent en contact avec la population, avec leurs amitiés, avec leur… Alors, il y a eu un petit moment de stupéfaction et puis une grosse rigolade parmi les responsables qui ont dit « bon, bah, tu as gagné parce que c'est vrai ». Et je me suis fait un ennemi, c'était celui qui avait demandé la coupe. Et là, ils ont gardé le film. Et puis, je sais qu'ils l'ont beaucoup utilisé. Et moi, je suis rentré
en Tunisie et j'ai jamais compris exactement pourquoi, mais j'ai eu des excuses après. Toujours est-il que je me suis retrouvé dans une prison du FLN pendant que les Algériens diffusaient le film que j'avais tourné au Maquis, et ils sont diffusés comme premier film national algérien. Voilà. Et je suis resté en prison. Ça a été quelquefois assez difficile. J'étais en prison, mais je m'en suis évadé. Et puis je suis revenu. Combien de temps? Je suis resté 25 mois en prison. J'en suis sorti en juillet 1960. J'y étais entré en 58. Et en juin 58, oui, ça faisait 25 mois. Et puis je me suis retrouvé en prison avec beaucoup de responsables algériens, de combattants algériens, d'officiers de la Wilaya 1 que j'avais connus au Maquis. Et il y a eu aussi là, parce que dans toutes les révolutions, il y a toujours des luttes. En France, il y a eu Robespierre, et puis il y a eu Danton, et puis il y a eu Marat, et qui avaient tendance un petit peu à s'étriper entre eux, quoi. Et on ne peut pas nier que pendant la révolution algérienne, il y a eu aussi des conflits intérieurs à la Révolution qui se tranchaient quelquefois par des exécutions, y compris dans la prison où j'étais et où l'Amouri, que j'avais connu comme colonel de la Wilaya 1 au Maquis, a été exécuté avec Awacheria, avec d'autres. Il y a eu 4 exécutions pendant que j'étais là-bas, quoi. Bon, c'est pas à moi de juger les affaires entre responsables de la révolution algérienne. Et ce que je me suis dit dès ce moment-là, c'est qu'il fallait surtout former les Algériens à l'image pour qu'ils puissent faire des films qui soient réellement des films algériens.